Kyoto, une ville magnifique et une destination incontournable pour tout voyage au Japon, n'échappe pas au défi du tourisme de masse. Ces dernières années, certains touristes semblent oublier qu'il s'agit d'une ville vivante et non d'un parc d'attractions. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment avec le phénomène des geisha paparazzi, ces touristes qui traquent les meiko et les geishas sur leur chemin du travail, adoptant des comportements intrusifs, voire irrespectueux. Mais ce n'est pas tout, Kyoto doit aussi faire face à une augmentation des déchets liés au tourisme. D'un côté, le nombre de visiteurs cesse de croître, de l'autre, la ville peine à s'adapter, que ce soit en installant davantage de poubelles ou en augmentant la fréquence de collecte des déchets. Prenons l'exemple de ce lieu que vous voyez à l'écran, il est situé près d'une intersection très fréquentée où la circulation intense rend presque impossible l'installation de nouvelles poubelles ou l'utilisation de camions de collecte, sauf à des horaires très contraignants comme tôt le matin ou tard le soir. Mais alors comment Kyoto fait-elle face à cette situation? Face à ces défis croissants, la ville a décidé de prendre une mesure forte, augmenter la taxe de séjour au point de devenir la taxe la plus élevée du Japon. Cette taxe, mise en place dès 2018, avait pour objectif initial de tirer parti de l'immense popularité de Kyoto auprès des touristes du monde entier. À l'époque de sa mise en place, elle était perçue comme une avancée majeure car Kyoto devenait la première grande ville à mettre en place ce type de prélèvement. Le système est relativement simple, la taxe est divisée en 3 niveaux allant de 200 yens à 1000 yens par personne et par nuit en fonction du prix de l'hébergement. Mais depuis 5 ans, les enjeux ont évolué avec la pandémie qui est passée par là et qui avait certes ralenti temporairement le flux de visiteurs, mais depuis la réouverture des frontières, Kyoto a été littéralement submergé par un flot de touristes, en grande majorité internationaux. Pour donner quelques chiffres, en 2023, c'est quelques 50 millions de visiteurs qui ont découvert Kyoto, dont 14,75 millions qui ont au moins passé une nuit sur place. Ces chiffres impressionnants traduisent une réalité, la ville est sous une énorme pression, qu'il s'agisse de ses infrastructures ou du quotidien de ses habitants. L'une des raisons principales de cet afflux massif de touristes, c'est la faiblesse actuelle du yen, qui rend le Japon, et Kyoto en particulier, encore plus attractif pour les touristes étrangers. Mais cet afflux n'est pas sans conséquences. Les problèmes liés au surtourisme se multiplient, transports bondés, rues saturées, déchets et tensions croissantes entre locaux et visiteurs. Si le tourisme reste une source majeure de revenus pour Kyoto, il est aussi devenu un véritable fardeau pour ses habitants. C'est dans ce contexte que la municipalité menée par le nouveau maire Koji Matsui a décidé qu'il était temps de réviser et de renforcer le système de taxes actuel des nuitées. Trouver un équilibre entre les besoins des touristes et ceux des habitants est désormais crucial. Le maire a souligné que pour améliorer la qualité de vie des résidents et préserver la richesse culturelle de Kyoto, les touristes doivent contribuer davantage à la conservation et à la modernisation des infrastructures. Selon lui, la hausse de cette taxe de séjour n'est pas qu'une simple décision financière. C'est une réponse à un défi bien plus vaste. Comment permettre à une ville aussi riche d'histoire et de patrimoine que Kyoto à accueillir des millions de visiteurs tout en préservant la qualité de vie de ses habitants et l'intégrité de son environnement urbain. Alors maintenant, rentrons dans les détails de la réforme de la taxe. Actuellement, le système de taxation des nuitées à Kyoto est assez simple et repose sur 3 niveaux. Pour une chambre coûtant moins de 20 000 yens par nuit, la taxe est fixée à 200 yens par personne. Pour une chambre entre 20 000 et 49 999 yens, elle s'élève à 500 yens. Et enfin, pour les hébergements de luxe à partir de 50 000 yens la nuit, les visiteurs doivent payer 1000 yens par personne. Mais à partir de mars 2026, ce système va évoluer de manière significative avec une grille plus complexe comportant désormais 5 paliers. Voilà comment ça se traduira. Les hébergements à moins de 6 000 yens par nuit resteront soumis à la taxe minimum de 200 yens. Pour les chambres entre 6 000 et 19 999 yens, la taxe doublera, passant à 400 yens par personne. Les chambres coûtant de 20 000 yens à 49 999 yens conserveront leur taxe actuelle de 1000 yens. Mais attention, c'est là où ça devient intéressant. Au-delà de 50 000 yens par nuit, le montant explosera à 4000 yens par personne. Et enfin, pour les hébergements ultra luxueux à partir de 100 000 yens par nuit, une taxe record de 10 000 yens par personne sera appliquée. Avant de continuer plus loin, je pense qu'il est important de faire un petit aparté sur la tarification par personne au Japon, parce que c'est un système un peu différent de ce qu'on connaît en France. Alors au Japon, dans beaucoup d'établissements hôteliers, le tarif est calculé
par personne et non par chambre comme on en a l'habitude dans les hôtels occidentaux. Ce système de calcul par personne est particulièrement courant dans les endroits comme les Minshuku, qui sont des pensions familiales, ou alors dans les ryokan, ces auberges traditionnelles japonaises. Pourquoi? Tout simplement parce que ces hébergements proposent souvent des services individualisés, par exemple des repas préparés pour chaque invité, qui sont généralement inclus dans le tarif. Par contre, dans les grandes villes, si vous allez dans des grandes chaînes d'hôtels de style occidental, là on retrouve une tarification plus classique, par chambre, comme dans d'autres pays. Et enfin, on a aussi les hôtels modernes de style japonais, et là, ça peut varier. Certains continuent de facturer par personne, tandis que d'autres adoptent une tarification par chambre. C'est en fonction de leur clientèle et des services qu'ils proposent. En bref, c'est un système un peu hybride, mais ça explique aussi pourquoi la taxe de séjour au Japon est basée sur le nombre de personnes et pas uniquement sur le prix de la chambre. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne la tarification par personne, prenons un exemple concret pour voir l'impact de cette réforme. Imaginons que vous êtes à Kyoto et que vous louez une chambre à 60 000 yens pour 2 personnes. Eh bien, la taxe ne sera pas calculée sur le prix de la chambre, mais bien sur le coût par personne. Donc 60 000 yens divisé par 2, ça fait 30 000 yens par personne et par nuit. Et donc selon la nouvelle grille, les séjours entre 20 000 yens et 49 999 yens par nuit et par personne seront taxés à hauteur de 1000 yens. Dans cet exemple, pour cette chambre de 60 000 yens, la taxe totale sera donc de 2000 yens par nuit, 1000 yens pour chaque personne. Avec cette réforme, Kyoto devient clairement la ville japonaise avec la taxe de séjour la plus élevée. Le montant maximum de 10 000 yens par nuit et par personne est 10 fois plus élevé que le plafond actuel et pourrait représenter dans certains cas 10% du coût total de l'hébergement. Et si on prend un exemple encore plus parlant, imaginez un couple ou une famille qui séjourne dans un hôtel de luxe. Les frais additionnels liés à la taxe pourraient faire grimper la facture de 20, 30 ou même jusqu'à 40% pour une famille de 4 personnes. Cela dit, la municipalité a quand même tenu à préciser que certains types de séjours seront exempts de cette taxation. C'est le cas par exemple des voyages scolaires. L'idée ici, c'est de préserver ces programmes éducatifs et de garantir que ces expériences restent accessibles aux jeunes japonais. Au final, cette réforme montre une volonté très claire des autorités locales, responsabiliser les touristes en fonction de leur niveau de dépenses. Ceux qui choisissent des séjours plus luxueux contribueront naturellement davantage aux efforts pour préserver et améliorer la ville. Franchement, je trouve que c'est une approche assez équilibrée. C'est mieux qu'une taxe uniforme qui aurait aussi pénalisé les voyageurs les moins fortunés. Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi va servir l'argent de cette taxe? Eh bien, les fonds collectés grâce à cette nouvelle taxation seront alloués à plusieurs initiatives stratégiques. Premièrement, une partie de cet argent sera utilisée pour améliorer les infrastructures publiques, en particulier les transports en commun, qui sont souvent bondés à cause de l'afflux de touristes. L'objectif, c'est de réduire les tensions entre les résidents et les touristes en rendant les déplacements plus fluides et en offrant un service de meilleure qualité pour tout le monde. Deuxièmement, Kyoto veut investir dans la préservation de son patrimoine culturel historique et de ses sites culturels emblématiques. Ces lieux, qui attirent des millions de visiteurs chaque année, nécessitent des travaux de conservation constants pour préserver leur splendeur et leur authenticité. L'entretien de ce patrimoine coûte cher et les autorités espèrent que l'argent de cette taxe permettra de financer ces efforts sur le long terme. Et enfin, il y a une volonté de sensibiliser les touristes au coût réel du tourisme de masse. En augmentant la taxe sur les hébergements de luxe, Kyoto envoie un message clair: profiter des richesses culturelles et historiques de cette ville exceptionnelle implique aussi de contribuer à leur préservation et à leur développement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette augmentation significative, les taxes d'hébergement au Japon restent quand même assez faibles comparées à d'autres destinations internationales. Par exemple, Amsterdam taxe ses visiteurs à hauteur de 12,5% par séjour, et à San Francisco, ça peut monter jusqu'à 14%. Donc quand on compare, on se rend compte que les efforts de Kyoto sont finalement assez mesurés. La ville cherche à s'aligner sur les standards mondiaux, tout en restant compétitif. Et mine de rien, c'est un équilibre qui est assez difficile à trouver. Alors maintenant, regardons un peu les impacts directs de cette réforme, que ce soit pour les voyageurs ou pour les établissements. Pour les voyageurs à budget moyen, avec le seuil abaissé à 6 000 yens et l'introduction de nouvelles tranches intermédiaires, il faut s'attendre à ce que les séjours soient un peu plus coûteux qu'avant. Même un hébergement modeste pourrait désormais entraîner des frais supplémentaires qu'il n'existait pas avant.
Pour les voyageurs de luxe, eh bien c'est eux qui vont être le plus impactés. Et là, ça risque de faire mal. Avec les chambres de plus de 100 000 yens qui entraînent une taxe de 10 000 yens par nuit et par personne, c'est quand même une augmentation importante, surtout pour les groupes et les familles qui voyagent ensemble. Et pour les établissements locaux alors, les avis sont assez partagés. Certains commerçants, comme ceux d'Arashiyama par exemple, voient cette réforme d'un bon œil. Ils espèrent que les fonds récoltés permettront des retombées positives visibles, notamment en termes d'infrastructures et de gestion du tourisme. Mais pour les propriétaires de ryokan traditionnels, c'est une autre histoire. Beaucoup craignent que cette augmentation de la taxe ne fasse fuir les clients et ne vienne aggraver leurs difficultés économiques dans un contexte déjà très compliqué post-pandémie. Alors quand est-ce que cette réforme de la taxe de séjour va entrer en vigueur? Eh bien la proposition sera soumise au conseil municipal en février 2025 et si elle est validée, les nouvelles taxes seront mises en place à partir de mars 2026. La ville de Kyoto espère ainsi, avec cette réforme, doubler les recettes fiscales générées pour atteindre plus de 10 milliards de yens par an. C'est un objectif ambitieux, mais à la hauteur des enjeux que la ville doit relever. Donc si vous prévoyez de visiter Kyoto avant 2026, c'est peut-être le bon moment pour profiter des tarifs actuels pour économiser un peu sur vos frais d'hébergement. Et pour vraiment optimiser votre séjour, pensez à jeter un œil à la vidéo de mon guide sur Kyoto où je vous parle des sites incontournables, des moyens de transport où séjourner et aussi de la meilleure période pour visiter la ville.